Alors moi je vais vous proposer une typologie des usages qu'on peut faire du cinéma en cours de philosophie. Alors je suis parti de deux choses. La première chose c'est ma pratique forcément. Donc la plupart des choses que je vais montrer c'est issu de choses que j'ai testées. C'est aussi beaucoup issu de choses trouvées grâce aux réseaux sociaux. On est plusieurs à se connaître bien les réseaux sociaux. Et notamment le groupe Facebook enseigner la philosophie avec le cinéma. Donc il y a plein d'usages que j'ai pu tester de cette manière-là. Et en voyant ce que faisait un peu chacun, et puis avec aussi l'initiative du beau Clément chercher le livre qui est là, qui a donné d'autres idées, j'ai essayé de faire une petite présentation qui explorerait surtout des possibilités. Le but c'est pas de tout catégoriser, de faire rentrer dans des boîtes, hein. Pas du tout, mais le but c'est pas de dire comment on doit faire, comment on peut faire, mais vraiment explorer et peut-être soi-même se dire bah tiens c'est vrai que je fais ça, mais il y a peut-être d'autres possibilités. Donc l'idée c'est ça, c'est varier, explorer et pour essayer de varier, j'ai essayé de trouver 4 axes. Ça tombait bien, ça correspondait à peu près à notre ami Aristote qui distingue les 4 pôles, c'est pratique celle-là. Donc l'idée c'est qu'on pourrait peut-être varier dans un premier temps le matériau qu'on utilise. Tout à l'heure, je posais la question un film, un extrait. Ben, je vais voir ça justement, un film, un extrait, peut-être même des groupements de films, peut-être des groupements d'extraits. La forme de l'analyse. Tout à l'heure, tu disais, Bastien, qu'on en fait un usage parfois qui n'est pas à l'intérieur de l'image, qui ne part pas de manière intégrante de ce qui se passe dans l'expérience filmique. Et c'est vrai que parfois on réduit peut-être le film au récit qu'on peut en faire, à un scénario, à un roman qu'on pouvait lire. Ça peut être très bien, hein, je ne nie pas l'usage, je le fais beaucoup d'ailleurs, mais on peut aussi faire un usage cinématographique du cinéma, et donc peut-être varier sur cette dimension-là. Je vais surtout m'attarder sur ces deux dimensions, et j'évoquerai aussi les deux dernières dimensions. D'abord, la finalité que l'on vise. La plupart du temps, on s'en sert quand même pour ce qu'on fait tout le temps, c'est-à-dire problématiser, conceptualiser, argumenter avec un contenu philosophique, avec une culture philosophique. Donc, rien, a priori, c'est l'usage le plus ordinaire, on va dire. Mais Hugo Clément, par exemple, avait proposé des usages intéressants qui seraient plus méthodologiques. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut profiter du cinéma pour apprendre des aspects de la méthode de la dissertation, de l'explication de texte. Et puis pour ce qui est des dispositifs pédagogiques, il me semble que la plupart du temps, et moi j'en reste beaucoup à ça, ce sont des dispositifs assez classiques qui imitent ce qu'on peut faire avec un texte, avec des choses plus ordinaires avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Donc voilà, on met un extrait avec des questions, comme on mettrait un texte avec des questions. Mais quelques-uns, notamment Bastien, qui a fait ces trucs aussi, des choses qui sont moins classiques, qui sont plus liées à l'expérience du cinéma, la prise en compte des affects, des émotions. Donc on pourrait peut-être varier sur ces points-là. Donc je vais surtout m'attarder sur ces deux premières dimensions. Alors la première, c'est le matériau qu'on utilise. À mon avis, c'est l'axe vraiment principal sur lequel on peut s'amuser à tester des choses. La première possibilité, c'est peut-être la moins évidente, ce serait de travailler sur des groupements de films. Il me semble qu'on pense surtout à des films ou des extraits, et on s'est posé la question, mais on peut peut-être, c'est plus rare, travailler sur des groupements de films, et par contre ça c'est intéressant de travailler sur des groupements d'extraits. Alors, je vais les prendre un à un. Alors, groupement de films, c'est quelque chose en fait qui est vraiment philosophique, et il y a plein d'ouvrages philosophiques qui portent sur des groupements de films, et qui sont super intéressants. Alors là, c'est plus intéressant pour le prof, hein, c'est difficile d'en faire tout de suite quelque chose avec les élèves, mais quand même déjà ça peut nourrir, enrichir le cours, que de lire du Stanley Cavell. Hugo Clément n'est pas là pour commenter ça, mais il a fait sa thèse là-dessus, donc il connaît bien le sujet. Il y a tout un tas d'ouvrages sur la philosophie de l'Europe qui devient vraiment un champ de recherche à part entière, principalement avec Noël Carroll, qui a été traduit en anglais. En français, vraiment, Éric Dufour, c'est vraiment très très bien sur le cinéma d'horreur, c'est vraiment un petit bijou. Et puis il y en a d'autres qui s'intéressent les uns au cinéma de science-fiction, au blockbuster, au western aussi. Et puis voilà une référence qui m'a été donnée, puisque je posais une question sur un texte de Sartre, qui dit que c'est sur la route qu'on se découvre. Je disais, bah tiens, ce serait peut-être pas mal de travailler sur les road movies. Et je trouve que je ne sais pas du tout la référence, mais voilà un ouvrage qui parle de ce genre-là et de ce qui se passe dans l'expérience de la route
et de la découverte de soi. Donc, on est typiquement dans quelque chose qui est philosophique. Alors là, c'est vraiment pour nourrir notre travail en tant que prof. Parfois, on peut regrouper les films d'un même réalisateur, voir qu'il y a aussi peut-être une philosophie particulière du mal dans les films d'Hancock. Eric Dufour s'est aussi intéressé à cette question, une philosophie chez Kubrick, notamment de la question de la technique, et certains sont intéressés à Woody Allen, etc. Olivier Pourriol, qui a été cité tout à l'heure, a fait vraiment un excellent livre, c'est un excellent point de départ si on veut travailler sur le cinéma, où il fait un regroupement de films autour d'une thématique, cette fois, qui est celle du désir. Et alors là, c'est très clairement, je vais en parler tout à l'heure, très clairement exploitable avec les élèves. Il y a aussi, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Baptiste, de conférences qu'on peut trouver aussi en ligne. C'est très exploitable. La critique sociale au cinéma, c'est un peu plus complexe, on va dire, mais là encore, pour nourrir son cours, c'est tout à fait intéressant. Alors, on est dans cette optique où on est plutôt dans l'enrichissement du cours du prof sur une problématique, du mal, du désir. Bon. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose avec ces élèves? C'est compliqué, quoi. Il faudrait qu'ils connaissent le genre, il faudrait évidemment avoir du temps pour regarder les films. Alors, je ne sais pas si vous participez au dispositif lycéen au cinéma. Oui, il me semble que ouais, ça. Dans ces cas-là, il y a un groupement entier, mais qui n'est pas thématique. Donc, il n'est pas homogène. Voilà. Donc, c'est pas homogène. Ouais. Il y a des années dans lesquelles il y a un thème. Ouais, parfois, on peut trouver des croisements. Ouais. Se faire justice soi-même, le thème. Ah oui, c'était clairement se faire justice soi-même. Alors quand c'est comme ça, on peut peut-être profiter de ceci. Je ne sais pas s'il y en a qui font un atelier carrément ciné-philo à côté du cours. Ouais. Et du coup, comment vous faites? Alors, vous choisissez une thématique ou... C'est en fonction des films en fait. On prend des films. Moi, je prenais des films. Et là, on les regardait en entier. Ouais. Et à partir du film, on dégageait toutes les questions, les thématiques, etc. Ah, ça, moi, je ne connais pas ça. Ça doit être super riche. Mais je faisais ça en première. Et c'était 3 heures de film. Et c'était quand même intégré dans leurs heures. Dans l'emploi du temps. Voilà, dans l'emploi du temps, c'était pas au sens strict d'un atelier. Mais c'était dans un établissement expérimental. J'aurais stylé sensiblement d'exploration. Alors c'est vrai que si on a cette possibilité-là, là ça peut être intéressant, pourquoi pas tester quelque chose sur un genre de film. À mon avis, ça peut marcher. Alors, je présente quand même quelques toutes petites pistes d'exploitation possible de cette thématique de groupement de films, principalement à partir, par exemple, de genres connus des élèves, pour éviter l'obstacle des connaissances préalables. Bon, les comédies du mariage, ils ne connaissent pas. Bon, on va pas travailler là-dessus. Par contre, les films d'horreur, bon, ils connaissent forcément. Ils n'ont pas forcément regardé, mais c'est ça, quoi. À peu près comment ça fonctionne. On peut généraliser en incluant les films terrifiants de manière plus générale. Et à partir de là, on peut faire un travail tout à fait intéressant sur. Alors, ça peut être un travail de conceptualisation, mais au fond, qu'est-ce que c'est qu'un monstre? Guillaume, tu l'aurais connu, qui a fait un travail sur les types de monstres. J'ai essayé de reprendre ça aussi, un peu différemment, mais pour essayer de voir au fond le monstre comme une figure du mal. Et qu'est-ce que ça veut dire de dire que le mal il est monstrueux? Il est à l'écart, hein, il est toujours autre. Mais il y a plein de manières de le mettre autre. Il peut être autre parce qu'il est complètement autre, hein, c'est un alien par exemple, mais ça peut être un autre qui en fait est une altération de choses qu'on connaît, donc un géant, des oiseaux qui ont un comportement inquiétant ou qui se multiplient. Bon. Donc on avait travaillé sur cette figure du monstre et sur ce que ça nous dit du mal. Voilà. Et ça avait donné des choses vraiment intéressantes. Ils avaient donné d'abord des exemples, ils avaient essayé de trouver finalement qu'est-ce que c'est qu'un film d'horreur, qu'est-ce que c'est qu'un monstre, et à partir de là on avait essayé de dire qu'est-ce que ça nous dit de l'expérience du mal, que de vouloir la mettre dans quelque chose qui est monstrueux. Et on avait comparé avec une perspective qu'on avait étudiée juste avant, qui était l'intellectualisme moral, qui dit au fond que le mal vient d'un égarement de la pensée, on pourrait dire. Alors si c'est un égarement de la pensée, on peut peut-être éduquer moralement, on peut peut-être discuter pour rectifier une erreur. Bon. Mais on ne va pas discuter avec un alien, hein, donc on ne discute pas avec le monstre. Et le fait qu'on ne puisse pas discuter avec le monstre, le fait, comme le dit Eric Dufour, que le monstre il est là pour se montrer et pas pour discuter, c'est vraiment du visuel, quoi. Et voilà, ça montre bien qu'on est dans une autre figure du mal,
qu'on ne peut pas rectifier, qu'on ne peut pas transformer, et c'est vraiment un mal, d'une certaine manière, irréductible. On n'est pas dans le monstre classique du mythe où il est là, le monstre est là pour que le héros soit supérieur au monstre. Dans le film d'horreur, le monstre, il est là pour être monstrueux, supérieur aux autres êtres généralement. Quelques autres genres possibles, les dystopies au cinéma, ils en connaissent quand même généralement. Donc on peut partir de leur connaissance sur des dystopies pour arriver après à des dystopies littéraires qu'ils connaissent en partie, et puis travailler par exemple sur le despotisme doux chez Tocqueville. Donc voilà, ça c'est tout à fait envisageable. Alors là, j'ai pas mis des guillemets, mais il faudrait en mettre. Depuis, surtout cette année, même l'année dernière, les références de films qu'ils me donnent, c'est toujours des Disney. Quoi. Alors, je sais pas si c'est quand même assez incroyable, c'est vraiment les Disney qui reprennent le pouvoir. Alors, bon, c'est à mon avis très difficile d'en faire un usage intéressant. Le seul usage, à mon avis, qu'on peut en faire, c'est un petit lien sur un site qui s'appelle Le cinéma et politique, qui fait justement une analyse politique, critique de la manière dont, dans plein de films, on peut représenter les choses. Notamment, il y a une analyse de la manière dont les méchants sont représentés. Comment est-ce que le méchant peut être représenté sous la forme de la laideur, mais aussi parfois, comment il peut être féminisé. Jafar, par exemple, c'est un mâle féminisé, et c'est quand même bizarre de représenter le mâle sous ces formes-là. Alors, voilà, pourquoi pas, éventuellement, mais bon, c'est une piste que je n'ai pas trop explorée, je ne suis pas sûr que ça soit très exploré. On peut en revanche travailler plus sur des thématiques où, sans que ça constitue un genre, ils pourraient retrouver des films qu'ils connaissent. Donc si on travaille sur le désir, on peut travailler sur différentes figures du désir. Olivier Pourriol, c'est ce qu'il a fait, hein, il a fait un ouvrage sur le vertige du désir, où il propose plein de figures du désir, le désir conflictuel, le désir de reconnaissance, le désir qui est une quête de soi. Bon, il y a plein de formes du désir, et on peut les guider un petit peu pour qu'ils essayent d'analyser ce qui se joue dans l'expérience de la jalousie, par exemple, dans le désir amoureux et ses différentes formes. Voilà, là ils auront forcément des exemples en tête où il y a du désir au cinéma, et on peut partir de ça pour essayer d'analyser la représentation du désir au cinéma. Les méchants, même chose, bon, ça revient un petit peu au travail sur le mal dans les films d'horreur, mais peut-être de manière un petit peu plus générale. Alors, sans aller jusqu'à ces grands groupements, une autre chose éventuellement possible, c'est comparer deux films qui auraient un rapprochement peut-être thématique ou formel. Alors, il se trouve que depuis 2 ans, puisque l'année dernière, il y avait déjà Édipe au programme en TF, et c'est encore cette année. Donc je me suis dit, bah tiens, ça tombe bien, je vais faire un petit rapprochement entre mon cours de philo et puis ce qu'ils font. Et dans ma séquence sur ce que j'appelle la philosophie de l'esprit, j'ai 2 parties, une partie plutôt sur le jeu, le sujet, bon, une partie sur la liberté. Et pour chaque partie, j'ai pris un film de départ, Memento pour la question de l'identité personnelle et Minority Report pour la liberté. Et il se trouve en fait que ces 2 films sont clairement des films qui font des rapprochements avec la thématique édipienne, encore plus dans Minority Report, c'est clairement assumé, il y a la figure du devin aveugle, de Tiresias qui est d'une certaine manière présente, il y a les figures du père et de la mère qui sont présentes telles quelles, c'est dit, donc il y a vraiment des références plus précises. Donc, ils avaient travaillé là-dessus, ils avaient essayé de faire un lien aussi avec la figure d'Édipe qui travaillait en littérature. Donc sur ce genre de choses, c'est peut-être possible, pourquoi pas, de comparer des films, comparer les films dans le lycéen au cinéma quand c'est possible. Bon, voilà, c'est peut-être moins ambitieux, mais ça reste envisageable. Bon, toujours dit que c'est quand même pas le plus facile à faire, et ça sera pas la chose la plus commune. Alors, plus communément, je vais travailler évidemment sur un film. Et si on travaille sur un film, eh bien on peut distinguer un peu le moment où on va faire intervenir le film. Pour essayer de, là encore une fois, de faire un petit répertoire de pratiques. Alors, pourquoi pas au tout début, ce que j'ai vu tout à l'heure avec Minority Report ou Memento, je vais passer en début de chapitre avant même d'avoir commencé le chapitre. Ça peut être ce que tu disais Bastien tout à l'heure avec les exemples du film comme Canva, comme Matrice, j'ai appris ce terme-là d'ailleurs, et les 2 exemples qui avaient été donnés d'Agora
de Kubrick aussi. Bon, alors là, voilà, ça peut être tout au long d'un chapitre où on travaille à partir d'un film. Ça peut être à l'occasion d'un point précis du cours, mais pas tellement en regardant le film dans son intégralité, mais en parlant, comme on disait tout à l'heure. Hein, on peut aussi parler d'un film, on peut raconter un film, on peut travailler sur le scénario, un personnage dans un film. Moi, cette année, j'ai fait un truc que je ne savais pas les années précédentes, c'est que j'ai travaillé beaucoup à partir de bandes-annonces. En fait, c'est super pratique, parce que dans la bande-annonce, il y a plein de trucs et il y a finalement beaucoup de choses qui permettent au moins de saisir le contexte minimum qui permet de parler d'un personnage, de parler d'une situation. Bon. Donc là, c'est envisageable de le faire à ce moment-là. Ça peut être parfois, alors moi je le fais pas vraiment, voire pas du tout, en fin de chapitre, à titre de prolongement. Tu as un exemple de bande-annonce intéressant. Ouais, alors genre, en fait là je présente juste les pistes et puis après je donne des exemples, mais je pense que j'aurais le temps de les démontrer. Et alors ça je ne le fais pas trop, mais je l'ai vu faire d'utiliser comme concept de prolongement pour prolonger, je sais pas moi, le travail tout à l'heure sur Nietzsche, pourquoi pas comparer avec ce qui est dit dans l'accord, c'est comme ce que dit Nietzsche, alors pourquoi pas prolonger. Et puis, ça peut être pratique en complément ou hors du cours ordinaire. Il y a de plus en plus de fois, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi où j'ai d'un coup j'ai moins de la moitié de la classe, parce qu'il y a un truc qui n'est pas prévu pour. J'aime pas trop faire cours quand il y a moins de la moitié de la classe, donc dans ce cas-là, j'ai des petites choses de prévues, un petit documentaire, et ça peut être aussi un truc comme ça, où on sort du cours ordinaire. Ou pour d'autres raisons, fin de trimestre, ils sont à plat, impossible de les faire travailler. Dans ces cas-là, pourquoi pas saisir cette occasion pour travailler autrement. Bon, là, c'est moins pédagogique comme affichage au départ, mais ça peut l'être, pourquoi pas. Alors j'essaie de donner quelques exemples. En début de chapitre, tu parlais d'expérience tout à l'heure, Bastien, et effectivement, alors moi j'ai beaucoup aimé l'article de Sébastien Charbonnier. Vraiment, c'est dans tous les articles que je cite sont dans le même ouvrage. Et alors Sébastien Charbonnier, en plus, il expose de manière philosophique, c'est-à-dire qu'il rapporte la problématique de l'utilisation du cinéma au courant du pragmatisme et à la manière dont on fait naître le doute. Et il y a une vraie réflexion pédagogique sur ce que c'est que douter. C'est pas juste une activité volontaire de l'esprit réfléchi qui se met à douter comme ça, par magie, ou par habitude. Alors nous on est habitués à douter, donc on doute. Sauf que Sébastien Charbonnier dit, dans ce courant du pragmatisme, c'est l'expérience qui nous mène à douter. C'est parce qu'il y a quelque chose qui me fait douter. Les théologiens diront, il y a un truc qui me force à penser. Bon. Alors, ça c'est intéressant parce que justement c'est tout à fait connecté à la problématique du cinéma. Le cinéma peut donner une expérience qui commence à me questionner. Alors peut-être pas en tant que tel, il va falloir la reprendre, faire un retour réflexif dessus. N'empêche qu'on peut à partir de là faire naître une vraie problématisation, pas une fausse problématique où nous on a déjà tout le contexte qui donne le sens à la problématique, donc voilà, matérialisme, idéalisme, enfin on a nos petits trucs, on sait que ça fait problème, les élèves ne savent pas que ça fait problème. Donc là au moins il y a un problème réel qui se pose dans une expérience qui est partagée. Et à partir de là, lui il valorise l'utilisation du court-métrage pour dire si on veut qu'il y ait une expérience, vraiment que ce soit une expérience, pas juste oui, vous irez voir ce film, il est bien, ou j'ai vu, voilà, je vous en parle. Bon, là, si vraiment c'est le point de départ, dans d'autres cas c'est tout à fait légitime de le faire, je ne dis pas ce que tu disais tout à l'heure, dans d'autres cas c'est tout à fait légitime de faire référence à un film. Mais si c'est le point de départ pour problématiser, on ne peut pas. Il faut le regarder, quoi. Il faut partir de là. Alors il y en a plein, je sais que vous avez peut-être évoqué celui-là. C'est pas grave. Pardon ? C'est pas grave. Ouais. Je trouve qu'il va être abordé pendant la suite du stage. Donc je dis rien. Donc voilà, c'est ça que je dis rien. Alors lui est excellent, c'est un petit court-métrage, donc j'en dis pas plus. Mais on peut en trouver d'autres, je vous donne quelques exemples, Sébastien Charbonnier, qui sont très utiles pour partir. C'est vraiment un point de départ pour problématiser quelque chose. Mais on peut aussi, alors moi ça m'est arrivé sur plusieurs notions, partir, encore une fois, d'un film documentaire, notamment lorsque dans le programme on a des notions qui correspondent en fait à une réalité tout à fait concrète, qui est très mal connue des élèves, ou sur laquelle ils ont des représentations complètement erronées, très vagues. Alors typiquement le travail, vraiment c'est déjà c'est normal, ils sont pas, plusieurs formes d'expérience du travail
dans certains cas, mais la plupart du temps, on reste à des représentations ou tentatives de réutiliser le discours qu'ils entendent ailleurs. Donc, pourquoi pas partir d'un documentaire sur le travail. Alors, ça fait plusieurs années que j'utilise des passages, pas tout, du film de Pierre Card, Attention, danger de travail, et notamment, moi j'utilise les 3 exemples d'un ouvrier chez Peugeot, de Téléperformance, du travail téléphonique, et puis l'autre exemple c'est Domino's Pizza. Alors voilà, là on est bien dans des formes particulières de travail, c'est pas tout travail qui est comme ça, et je compare avec d'autres extraits d'un maître sushi, et d'un grand accordeur de piano pour les plus grands interprètes. Donc voilà, on a 2 formes de travail très différentes. Et à partir de là, on peut problématiser ce que c'est que le travail. Bon. Et au moins, on sait de quoi on parle. La justice, j'ai repris ton exemple. Quand on parle de la justice, pour eux, j'espère pour eux, donc que c'est abstrait, sinon c'est mal parti. Mais normalement, ils ne savent pas trop ce que c'est que un jugement, comment ça marche. Ça dépend des gens. Même chose pour l'art. Pourquoi pas partir d'un film documentaire qui montre plutôt comment c'est fait pour ce qui est par exemple d'un art généralement qu'on utilise un peu moins, la danse. Clapiche a fait un très joli documentaire qui n'est pas très long, dont je pars souvent dans le cours avec les séries techniques, puisque c'est art et technique dans cette série. Et là, il trouve que c'est vraiment la question de savoir voilà, comment est-ce qu'on arrive à une création artistique, une chorégraphie à partir d'un travail, c'est des techniques de danse qui s'acquièrent, qui se perdent, donc il faut retravailler. C'est vraiment très très bien. Et puis alors, il y a les films de la collection Palette qui sont très bien aussi pour analyser quelques œuvres. Voilà. Et puis alors, le dernier point qui me motive à utiliser un film à titre de point de départ, c'est quand on arrive à sensibiliser les élèves à un questionnement qui est complexe ou fin, et on peut arriver, si on le fait de manière juste conceptuelle, à quelque chose de trop arbitraire. On ne va pas leur rendre sensible le problème. Alors dans ces cas-là, voilà, ça m'est arrivé, je vous l'ai dit tout à l'heure, de partir de Maillon Métier du Porte, Memento. Mais pour la question du rapport à autrui, d'ethnocentrisme, pour le documentaire Zoo humain, moi c'est celui que généralement j'utilise. Bastien, tu avais évoqué l'usage de Vénus Noire. Moi j'utilise plutôt un extrait, toi tu parlais de différents extraits. Ouais, alors c'est vrai que c'est un film intéressant. Il y a la controverse de Valladolid quand même qui est intéressante. Bon. Et puis pour le jugement de goût, dans le cours sur l'art, soit la pièce filmée de Yasmina Reza, le goût des autres. Alors, moi j'ai plutôt tendance à utiliser un extrait, et puis à parler de d'autres aspects du film. Et puis je sais qu'il y a des collègues qui utilisent Muséo Muséba. Donc là, c'est la transmission en film d'une pièce. Donc voilà autant de possibilités pour faire un point de départ qui est une expérience commune et qui permet de problématiser le cours. Alors, tout au long d'un chapitre, c'est un peu plus ambitieux, c'est peut-être plus difficile à faire, plus rare aussi, je pense. Il y a 2 exemples dans le livre coordonné par Hugo Clément, avec un cours sur une notion, un cours sur la technique, et Hugo Baltini reprend la structure du film pour construire la structure de son cours sur la technique. Là, c'est vraiment intéressant. Il s'aide de la structure du film pour construire son cours. Et Julien Chamalune, alors lui, il ne s'aide pas de la structure du film, mais prend des thématiques qui sont ancrées dans des passages du film pour ouvrir à plusieurs questionnements qui ne sont pas sur une notion, mais sur plusieurs notions. Là, c'est un canevas, mais qui ouvre à plusieurs notions. Donc voilà ce que je peux évoquer comme matrice pour un cours notionnel. J'ai essayé d'utiliser le film de Houston, dont tu parlais d'ailleurs tout à l'heure, pour travailler l'œuvre suivie et 5 leçons sur la psychanalyse. Alors là, franchement, c'était vraiment nickel parce que le film de Houston, il est narratif, il y a plein de suspense. Donc on est dans une histoire de détective, d'une certaine manière, transcrite une histoire intellectuelle. Donc le scénario est vraiment bien, c'est bourré d'exemples, c'est un réservoir d'exemples pour illustrer tout ce qui est dit dans les 5 leçons. Ça suit l'ordre chronologique des 5 leçons, donc c'est parfait pour ça. Et ça marchait plutôt bien. Bon, par contre, au bout d'un moment, on a envie de faire autre chose, donc passer à autre chose. Mais vraiment, avec les TL notamment, je sais qu'il y a des élèves qui, à l'oral, s'en sont tirés parce qu'ils se souvenaient bien du film.
un peu moins de vivre avec ce qu'on avait dit en France, mais en tout cas, grâce au film, ils ont pu se souvenir de trucs et faire un vrai travail. D'autant plus que ce film, c'est pas juste des exemples illustratifs, c'est des exemples interprétatifs. Il y a par exemple des rêves, un rêve de Freud et puis de Cécilie dans le film, qui est une sorte de synthèse de différents cas freudiens. Et on peut vraiment interpréter le rêve. La lecture, elle se fait pas tout de suite. Il y a des scènes dont le sens n'est pas immédiat. À un moment donné, une montre qui est lâchée par Freud, qui est la montre que vient lui donner son père, et d'un coup, il y a de la musique comme ça, qui est très stressante. Bon, il n'y a pas d'explication qui est donnée dans le film. Quand on revient et qu'on a parlé d'acte manqué, on dit alors, quel lien on peut faire entre la notion d'acte manqué et cette scène? Et ils arrivent à comprendre que dans cette montre, il y a la question de la transmission du père, qu'il y a la question de son rapport en tant que fils, qui décide de partir, d'abandonner ses parents. Donc la montre représente quelque chose, et le fait qu'il l'ait lâché, c'est un acte manqué au sens freudien. Donc voilà, c'est vraiment un travail d'interprétation, ils aiment bien faire ça, et ça marche plutôt pas mal. J'ai pas trouvé d'autres, j'ai essayé de trouver d'autres liens, films, œuvres. J'ai pas trouvé d'autres trucs qui marchent très bien, donc si vous avez des pistes ou des... L'implication et Liberty Balance pour le côté social, ça marche presque. Ouais. C'est tout à fait l'ordre, il n'y a pas tout, et on peut croiser. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la question du western de manière plus générale. Pour le force qui est présente au départ, le droit des plus forts, il n'y a pas trop d'esclavage, ça non, mais après l'instauration du droit, en tout film, c'est ça. Ah, c'est vrai que ça peut être intéressant. En tout cas, je trouve que c'est vraiment riche, et puis comme, enfin, je sais pas quelle notion de beauté, mais quand même, moi j'ai quand même pas mal de thèmes qui sont assez faibles, hein, et du coup qui vont à l'oral, donc j'essaie de bétonner toujours un peu l'oral pour qu'ils puissent s'en sortir et pas juste faire une étude de texte hyper approfondie où les moins bons élèves ne vont pas s'en sortir. Donc là, je trouve que c'était pas mal pour combiner ces exigences. Alors, à l'occasion d'un point précis du cours, généralement, moi je prends plutôt extrait. Je ne vais pas d'un coup balancer un film en plein milieu d'un cours, ça couperait le cours. Généralement, je fais un extrait. Mais surtout depuis cette année, en fait, je trouvais ce type pratique où je montre l'affiche du film pour qu'ils aient un visuel, et puis en plus, comme je fais un diaporama avec une partie imprimée, ils l'ont aussi avec eux, donc il y a un petit rappel visuel, une petite trace du film. Ils peuvent, je l'espère, davantage s'en foutre. Un petit résumé écrit, alors moi je m'embête pas, je vais aller le chercher soit sur Wikipédia, soit sur Allociné. Hugo Clément m'avait fait une remarque intéressante qui partait de sa lecture de Stanley Cavell, qui dit combien c'est intéressant d'essayer de se remémorer un film et d'essayer de le dire. Et c'est très bien, mais j'ai pas le temps. Donc, donc je vais le chercher sur Wikipédia ou Allociné, un petit résumé qui va bien, et je le mets comme ça. Juste pour qu'ils l'aient, s'ils veulent revenir dessus, on le lit pas en classe, c'est genre moi qui fais le résumé du résumé, bon. Mais au moins ils ont ça aussi avec eux. Et je rajoute maintenant la bande-annonce le plus souvent quand elle est bien faite et qu'elle nous permet de situer justement le contexte. Alors généralement ça c'est bien quand ce qui nous intéresse dans un film c'est pas le film ou un extrait, c'est juste un personnage particulier ou un type de situation qui pose problème. Alors justement j'ai des exemples, en voici plusieurs. Alors cette année j'ai utilisé la bande-annonce de Moi de Daniel Blake, donc un superbe film, dans le cadre d'un cours sur la morale, plus précisément sur la manière dont on pourrait éventuellement fonder la morale sur la sensibilité plutôt que sur la raison, et avec un travail plus précisément sur Rousseau, la pitié et les prolongements possibles vers des choses comme l'éthique du care, l'attention aux autres, la sensibilité à la souffrance des autres. Et il faut que ce film, c'est un film là-dessus d'une certaine manière, c'est un film sur le care, pas sur qui prend soin de qui, dans un contexte où l'État ne prend plus soin des individus qui en ont besoin, où les gens se débrouillent pour prendre soin entre eux, où même les enfants finalement vont prendre soin d'une certaine manière des adultes. Vraiment, c'est autour de cette problématique-là. Et la bande-annonce est suffisamment bien faite pour montrer cela. Alors, je n'ai pas trop le temps pour montrer les bandes-annonces, mais je vous donnerai le lien vers le diapo pour aller voir les petits plus et les petits liens.
Alors parfois c'est juste un type de personnage, alors là je ne montre même pas la bande-annonce parce que j'ai pas trouvé l'intérêt dedans. Il y a des scènes qui sont intéressantes, je sais qu'il y en a qui, je crois que c'est toi, qui utilisent une scène particulière. Moi ce qui m'intéressait en fait c'est le type de personnage derrière ce truc un peu emblématique quoi. Derrière c'est toute le type même du policier sale, comme du dirty cop, qui va aller mettre les mains dans le cambouis. Donc il n'est pas très conscient, hein, mais au moins il a des mains, pour faire les choses, pour que ça marche. Bon, alors, moi j'aime bien cet exemple, parce que déjà c'est dans le titre, hein, Harry, ils essayent de trouver qu'est-ce que ça peut vouloir dire, même s'ils ne connaissent pas le film, hein, les mains sales, pourquoi il peut avoir les mains sales, et à partir de là, ça donne un type qui permet de réfléchir au contraire à ce que demande Kant. Non, Kant ne dit pas que pour y arriver, on ne respecte pas les principes, c'est tout le contraire, quoi. Donc ça permet d'illustrer par le contraire, ça aussi c'est un truc qui est pas mal, souvent c'est de passer par le contraire, ce que demande l'éthique kantienne. Un autre exemple, là j'ai utilisé Elephant Man avec juste la bande-annonce, puisque dans la bande-annonce il y avait tout ce qui m'allait, c'est-à-dire à la fois l'attitude des gens face à ce monstre, et en même temps la demande de cet individu d'être traité comme un être humain. Et donc ça demande, et vous voyez d'ailleurs dans l'affiche, hein, je suis un homme, bon. Et donc là, ça m'allait très bien, puisque dans l'éthique kantienne, pour illustrer ce que c'est que la demande d'être traité comme une fin et pas seulement comme un moyen, bon bah c'était nickel. Donc je ne suis pas allé plus loin, j'ai pas montré une scène, j'ai juste évoqué le personnage, certains le connaissaient d'ailleurs, j'aurais vivement recommandé d'aller voir le film, bien sûr. Alors parfois c'est vraiment, voilà, je ne montre pas de bande-annonce, je parle juste du type de personnage, donc de ce type-là, et vraiment ce type-là ils le connaissent assez, enfin, il y en a pas mal qui l'ont vu, donc on peut voilà, juste évoquer un type de personnage hein, qui tout à son profit, sans considération morale pour les autres. Pour illustrer les dérives possibles, un désir à l'excès, certaines hybris modernes. Bon. Voilà ce genre d'exemple. Parler de situation plus que d'un personnage. Là, on a des situations un peu qui posent une question morale. Hein. Si il y a cette personne qui, vous connaissez peut-être non. Alors le film, donc des frères Dardenne, présente donc la situation d'une employée, Sandra, qui s'est faite, qui risque de se faire licencier. En fait. Elle est partie parce qu'elle a des soucis personnels, elle est partie pour dépression, elle revient, sauf que pendant ce temps, les gens sont organisés et on n'a plus besoin d'elle. Ils peuvent très bien faire le job sans elle. Donc le patron, très généreusement, propose aux employés de dire qu'est-ce que vous voulez faire? Soit on décide de la licencier, auquel cas vous avez une prime de 1 000 €, soit on la réintègre, mais vous ne pouvez pas avoir cette prime de 1 000 €. Donc il ne prend pas la décision, il dit à vous de décider. Et donc 2 jours et demi, elle a 2 jours et demi pour essayer de convaincre ses anciens collègues de travail de la réintégrer dans son job. Et chacun de ces personnages a très souvent une situation personnelle complexe. Il y a des gens qui sont dans la mouise, qui ont besoin d'argent, qui ne peuvent pas se passer de 1 000 € en plus. Donc qu'est-ce qu'on fait quoi? Est-ce que non, la solidarité compte plus? Non, l'intérêt privé, familial compte plus? Voilà, on peut décrire la situation sans regarder tout le film. On a une situation qui est... Puis souvent, ça leur donne quand même envie d'aller regarder ce que ça va donner, puisqu'on ne dit pas la fin, évidemment, pour leur donner envie d'aller voir. Voilà une autre situation morale, hein, qui permet aussi de jouer sur la complexité. Le film a un intérêt, c'est qu'il n'est pas juste une situation abstraite qu'on pourrait expliciter comme ça. Là, il y a toute une complexité qu'on peut un peu évoquer, puisque c'est pas juste un type qui va aller aider un réfugié. Non, au départ, il le fait parce qu'il a envie de retrouver sa femme avec laquelle il a divorcé. Il veut montrer qu'il est finalement quelqu'un de bien, parce qu'elle est très investie dans l'humanitaire auprès des sans-papiers. Donc au départ, c'est juste un moyen. C'est juste un moyen pour dire, regarde, je suis quelqu'un de bien, je m'occupe d'un réfugié, donc tu peux encore m'aimer. Donc petit à petit, ce n'est plus un moyen, et il y a un vrai rapport humain et authentique qui va se créer. Il n'est plus du tout indifférent à la question, en tout cas de ce réfugié-là. Donc voilà, des situations, alors souvent ça marche bien dans les cours sur la morale, dans les cours un peu existentiels, parce que
trouver un film qui ferait la même chose pour une démonstration de mathématiques, c'est plus compliqué. Mais... Juste pour entre guillemets, actualiser un peu ce genre de problématique, le dernier film de Coris McKay, j'ai trouvé très... Ah oui, il est excellent, de l'autre côté de l'espoir. Ouais, il est bien. Cette idée justement d'affiner un peu l'engagement, les choix le contexte du choix. Ouais, oui, on va avec toute l'ambivalence. Exactement. Intéressé, voilà. Il y a un côté un peu loufoque par-dessus qui se rajoute, c'est vrai que c'est un bon film aussi pour ça. Donc voilà des cas où parfois je mets la bande-annonce, parfois même pas, juste l'affiche, un petit descriptif s'ils veulent aller lire, et moi qui parle de la situation. Et comme ça j'ai au moins un ancrage plutôt que parler d'une situation abstraite. Ça fait quand même un petit plus pour parler de ça. Alors, voilà d'autres exemples. Dans un cours sur la morale, on parlait de l'intellectualisme moral, la possibilité de rectifier une erreur qui nous aurait conduit au mal. Là, on a cette problématique-là dans American History X, avec justement la question de savoir si on peut se sortir d'un aveuglement idéologique. Est-ce qu'on est condamné à être aveuglé idéologiquement, ou est-ce qu'on peut arriver à se sortir d'un contexte social particulier qui aurait peut-être conduit cet individu à ce genre d'idéologie. Alors voilà, là c'était des figures du mal un peu différentes que j'avais travaillé. Là on a plutôt un mal qui vient d'un désir de puissance total. Alors ça il connaît généralement Scarface, bizarrement. Ça fait partie encore un peu de leur culture. Tony Montana, généralement ça leur dit quelque chose. Donc voilà différentes figures pour extraire des personnages, des figures possibles qui permettent de réfléchir. Alors j'avance un petit peu. Parfois c'est juste une illustration d'une idée. Avec John Malkovich, j'essaie de dire, par contraste encore une fois, j'aime bien fonctionner comme ça, par contraste, être libre, qu'est-ce que c'est d'abord? C'est ne pas être un pantin. Et donc John Malkovich, justement, il est un pantin. John Malkovich devient un pantin d'un être qui se balade dans son cerveau. Alors nous, on a bien l'impression qu'on n'est pas des pantins et que ce qu'on fait avec notre corps dérive de notre volonté. Et donc que nos actions sont produits d'une intention qui provient bien de nous. Alors là, on prend juste ça pour donner un tout petit contenu concret à l'idée. Pour illustrer l'impulsivité, là, on a un exemple typique d'être impulsif, et la bande-annonce suffit tout de suite à nous mettre dans le bain de ce type-là complètement impulsif, qui n'arrive pas à se contrôler. Voilà. Là aussi, bande-annonce très pratique, dans un cours sur le déterminisme, la liberté, pour évoquer la question du déterminisme génétique. Voilà, la bande-annonce suffit à expliquer bien de quoi on parle. On peut commenter le titre, qui est fait des lettres de l'ADN. On peut commenter l'échelle ici qui est présentée, qui est à la fois l'ADN et l'échelle sociale. Enfin, il y a un travail qu'on peut faire aussi sur l'affiche, parfois sur le visuel. Donc là, ça peut être aussi intéressant. Et même chose pour illustrer le déterminisme psychique. La bande-annonce de La Tête Haute est vraiment très bien, puisqu'on voit à la fois tout de suite la situation initiale, cet enfant complètement délaissé, pas de père, une mère qui est complètement perdue, et puis tout de suite après, ce truc-là, ce garçon qui explose, quoi. Alors, voilà des possibilités. Alors, en fin de chapitre, moi je vous dis, je ne suis pas trop ça, mais j'ai vu faire. Donc là, c'est plutôt pour enrichir la compréhension d'un cours. Moi, je trouve que ça fait peut-être un peu trop redondant, quoi. Le cours il est déjà pas mal, donc il faut en plus mettre un prolongement. Donc je ne sais pas si certains le font. Moi, j'en ai pas trop l'usage, mais voilà, pourquoi pas. Au lieu de mettre Memento au début, mettre après pour voir s'ils arrivent à comprendre à quelle thèse ça se rapporte plutôt. Moi, je trouvais ça intéressant, si tu veux, pour voir s'ils avaient réussi à s'approprier les concepts du cours pour décrire le film et pouvoir reprendre le problème et les faire écrire par rapport à ça. Tu vois, c'est pas tellement une illustration, un prolongement, c'est plus la phase de l'appropriation personnelle en fait. Et là, moi, dans ces cas-là, je le fais avec un extrait plutôt qu'un film au sens vraiment intégral. Voilà. Donc ça, voilà, exercice d'application, je le fais plutôt avec un extrait qu'avec un film. Ça me ferait bizarre de montrer un film après un cours. Deuxième question. Ta bande-annonce, ce que tu nous as montré à l'écran, tu le photocopies, tu le noses à à chaque fois ou pas? Alors en fait, ce que je fais, c'est que moi, là, les diaporamas, ça pourrait être un diaporama de cours, on va dire. Je fais un système de bandeaux où j'en imprime 5 sur une bande, comme ça, que je découpe. Et donc, ils collent ça sur la gauche, et la droite, ils prennent les notes. Donc en fait, ils ont toujours le petit visuel
pouvoir commenter et avoir un petit ancrage qui reste, quoi. Parce que sinon, s'ils mettent juste le titre, ils s'en souviennent pas, quoi. Parce que je te pose la question, parce que le nombre de fois, en effet, j'ai fait des cinéphilos, et puis la semaine d'après, tu as des élèves qui veulent se servir de l'exemple du club. Ils disent, ouais, c'était comment le. Voilà, ils s'en souviennent pas. C'est difficile d'ancrer, quoi. Alors, pour ancrer, alors, ils ont les diapos, moi je leur laisse, ils peuvent y accéder en ligne, et puis ils ont le support aussi, qui fait au moins un petit rappel visuel, quoi. Donc voilà, ça fonctionne. Bon, en fin de chapitre, moi je suis pas très convaincu, mais c'est une possibilité. En complément, on a déjà évoqué, bon, c'est pratique d'avoir sur soi un petit film documentaire en cas de voilà, choses différentes. Et puis de manière générale, une pratique qui peut être intéressante, c'est d'abord de demander de faire une fiche de lecture, comme on fait une fiche de lecture pour un film. Alors ça peut être pour un film qu'on leur demande d'aller voir, mais ça marche pas toujours comme tu disais. Mais ça peut être sur place, en même temps, ou avec une partie où ils doivent commencer à remplir en même temps qu'ils regardent le film, et puis ils continuent la fois suivante. Alors moi j'avais fait un petit modèle que j'ai complété petit à petit qui est devenu ça, c'est-à-dire que ça tient sur un A4, donc il y a le titre du film, annonce, réalisateur, réalisatrice, genre du film, autre film de la personne, personnage clé, cadre spatio-temporel, synopsis, structure du film. Ça ils le font tout de suite, hein, ça on le fait ensemble à l'oral, et puis ça ils remplissent au fur et à mesure. Après, dès qu'on a fini le film, je leur laisse un petit temps juste de partage complètement libre, et ils commencent à remplir ce que le film a suscité en moi. Là, c'est un peu juste les émotions, là, quelles réactions ils ont eues. Est-ce qu'ils commencent à avoir une notion de philosophie qui est en lien avec le film? Et puis après, ils peuvent en discuter, ils commencent à en discuter ensemble, et ils ont après à me rendre un truc où ils doivent trouver des questions, mais surtout une question philosophique que pourrait traiter en partie avec le film. Et après, ils doivent analyser un élément précis, par contre, je leur demande. Alors, je leur dis, ça peut être soit une scène, soit un personnage, soit une réplique, soit une manière de filmer, soit un thème, un truc qui revient. Donc, par exemple, sur Minority Report, il y en a certains qui ont pris des répliques, parce qu'il y a plein de répliques qui tiltent bien. Certains ont pris des scènes, la fameuse scène où il balance la boule et puis à la fin elle est rattrapée, mais elle devait quand même tomber. Bon. Ça peut être des manières de filmer. Dans Memento, il y a une manière de filmer particulière qu'on peut analyser. Un thème dans Minority Report, il y a le thème du regard des yeux qui revient sans cesse. Hein. Il y a aussi le thème de la surveillance des individus. Donc voilà, ça c'est assez riche. Autre chose possible, c'est l'usage d'un canevas, sans parler d'une grille, c'est l'usage d'un canevas qui permet d'analyser sur le moment des dimensions possibles du film. Alors, par exemple, sur le documentaire Zoo Humain, je leur fais un petit canevas avec les 3 dimensions de l'invention du sauvage. C'est pas moi qui les invente, hein. C'est dans des articles de recherche sur cette question. Et donc il y a une dimension esthétique, une dimension scientifique, politique, voir, savoir, pouvoir. Et au fur et à mesure du documentaire, le documentaire est pas organisé en 3 parties. Hein. Ils doivent repérer où ça va, quoi. Cette dimension esthétique et scientifique, ça fonctionne très bien pour les muscles. Oui, parce que eux, tu vois, le passage dans le film, qui sont complètement là-dessus. Et oui, alors, il y a les 3 dimensions, hein, d'une certaine manière, les dimensions scientifiques ou pseudo-scientifiques, entre guillemets. Alors c'est vrai que ça peut aider d'avoir un petit canevas. C'est pas forcément évident à faire hein, à l'avance, mais ça peut être utile. Alors, groupement d'extraits, voilà une deuxième possibilité. Alors, les groupements d'extraits, moi j'en fais souvent pour des dossiers, pour une dissertation ou l'explication de texte. Je commence un des premiers sujets que je donne. Alors là, cette année, j'ai donné qu'y a-t-il de troublant dans le désir. Alors, je fais exprès de donner des sujets compliqués et pas directement l'application du cours pour les forcer à réfléchir, mais en échange, on va dire, je leur donne un dossier où ils peuvent aller piocher dedans. Alors là, c'est peut-être un autre sujet. Là, c'était nos désirs de Zébertine. Et j'avais mis, alors c'est pas un plan, hein, mais c'est des possibilités d'analyse. Donc le désir comme déformation du rapport au réel. Et je mets des petites scènes. Alors là, pour tout vous dire, je me suis beaucoup inspiré, c'est le moins qu'on puisse dire, du livre d'Olivier Pourriol, dont je reprends les extraits et quelques petits bouts d'analyse que je mets comme ça, le désir comme perte du moi. Ils ont donc la petite scène qu'ils peuvent aller voir et un petit commentaire pour analyser. Alors ça, ils aiment vraiment bien et ils arrivent à réutiliser. Sauf que j'ai fait une petite erreur cette année, j'en ai mis trop. J'étais parti sur mon départ, j'en donnais plein de possibilités, du coup ça a été, j'ai eu un effet un peu au contraire, pas voulu aller voir.
Donc je pense que ce que j'ai fait n'était pas bon. J'avais mis beaucoup trop d'extraits en me disant, bah, j'aurais dû vous piocher, hein. J'ai mis plein de trucs justement pour que vous alliez le piocher, et ça les a complètement rebuté. Et je comprends maintenant que je regarde avec vous, c'est complètement insupportable. Bon, il faut aussi l'erreur permet d'apprendre. Donc voilà. Donc je pense qu'il vaut mieux cibler qu'en donner trop avec peut-être une bonne ambition, mais ça ne marche pas. Parfois je le fais sur un exercice plus court, notamment pour une problématique que j'ai pas le temps d'aborder en classe, ou c'est une autre problématique, bon, et puis je la donne en plus avec quelques extraits et ils doivent problématiser. Alors par exemple, maintenant je l'intègre dans la manière de faire le sujet, le travail sur le bonheur, mais à un moment donné je voyais la question de savoir comment on arrive au bonheur, si c'est possible, mais pas la critique du bonheur lui-même, quand il rentre en conflit avec d'autres valeurs. Et du coup, bah, je leur donnais ça en plus avec des scènes, juste des scènes, du film Les Noces rebelles, de Truman Show pour le bonheur et vérité, Bonheur et liberté, un petit extrait d'Équilibrium. Alors ça c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est un mauvais film, mais avec une bonne scène. Voilà, un mauvais film donc, qui m'avait été conseillé par un élève, super, mais il y avait une scène pas mal, ouf. Ça arrive. Bonheur et morale, le loup. Voilà. Donc, c'est possible pour faire un petit exercice supplémentaire, un petit groupe d'extraits, ça peut être pratique. Alors, notamment en classe aussi, pourquoi pas pour repérer des points communs à plusieurs extraits. Par exemple, dans un cours sur autrui, alors je leur donne pas tout de suite la question parce que sinon ils ont des points communs. C'est après, mais je leur montre, parfois je leur en parle, mais parfois je leur montre le petit épisode de Jean Valjean et de l'évêque de Digne, l'évêque des Chandeliers, etc. Bon, le début de l'enfant sauvage de Truffaut et la fin de l'auberge espagnole où le type dit je suis toi, je suis elle, toutes les personnes qu'il a rencontrées dans l'auberge espagnole suite à son voyage en Espagne, etc. Enfin, son moment en Espagne. Donc voilà, et je leur demande de trouver qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces trois extraits, alors qu'apparemment ça parle de choses très différentes. Et du coup, bah, devrait se rendre compte, bon, ça marche pas trop mal, que c'est bien la question du rapport à autrui, de l'importance d'autrui dans mon existence et des différents rapports possibles. Bon. Et puis après, on arrive à un truc plus proprement philosophique. Voilà. Ça peut être au contraire, alors je passe un tout petit peu, ça peut être au contraire des différences. Alors ça, ça a pas mal fonctionné. Au lieu de tout de suite parler. Pardon. Au lieu de parler tout de suite, de rentrer directement dans l'étude de l'épicurisme, j'ai essayé de voir d'abord deux manières de considérer le plaisir, une manière de considérer l'hédonisme. Et on est parti de deux personnages, Dorian Gray, dont on parlait tout à l'heure. Alors là, j'ai coupé une scène parce qu'après ça devient un peu chaud. Mais la scène que j'ai montrée revient un petit peu à ça. Là. Parfois, je mets des vignettes comme ça. Mais je montre l'extrait quand même, pour qu'ils se rappellent de... Il y a aussi des petites phrases qu'ils pouvaient se rappeler. Et donc, il y a bien une valorisation du plaisir, mais on est dans l'hédonisme en termes techniques anacréontiques, où c'est là maintenant, tous les plaisirs, dans les etc. Bon, et puis, une autre forme de plaisir, donc là aussi, je n'ai pas parlé d'Épicure encore, mais Peter Fogg, dans Les Airs du désir, qui rencontre un ange qui veut devenir un être humain, lui-même dans ce film est un ancien ange, et il dit qu'est-ce que c'est bien sur Terre, on peut se frotter les mains quand il fait froid, on peut prendre un café, c'est génial, on est là, on se serre la main, Companiero, il lui dit, donc on a tout quoi d'Épicure, le plaisir d'être là maintenant, en compagnie, voilà, on a l'hédonisme épicurien avant même qu'on en ait parlé. Donc, en essayant de distinguer ces deux formes d'hédonisme, et bien on arrive ensuite à l'analyse philosophique de cette différence. Donc ça marche pas mal, par contraste, on va dire. Maintenant j'arrive à un extrait. Alors, pour travailler un extrait, je reviens à ta classification que tu avais notée de la séance, soit avant, soit après. Soit on peut le faire après, et donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, exercice d'application, moi j'appelle ça, donc voilà, on réinvestit des connaissances, on aide des connaissances, on voit si ça marche. Et, alors je donne deux exemples. Après un travail sur l'épicurisme, cette fois de manière formelle, on va dire, je leur montre un extrait de la famille Jones,
où cette famille est une fausse famille qui cherche à donner envie aux gens d'acheter des produits parce qu'ils sont trop bien, ils sont géniaux, ils sont beaux, regardez comme ils sont mignons. Et donc quand ils s'installent, tout le monde trouve cette famille géniale, elle leur montre dans un miroir, je vais leur faire analyser après ce point-là, leur si bel appartement, et puis après on voit que le type il est quand même pas si heureux que ça, il est seul, bon, il se contemple dans des reflets vides, bon, et là la scène, alors je leur montre cette scène, hein, j'ai mis des petites vignettes, elle dit est-ce que tu t'es fait des amis? Oui, je me suis fait des amis, très bien, ton dîner est dans le frigo, boum, elle lui rabat la tête, et il se retrouve face à un miroir. Alors, une fois qu'on a ça, bah, c'est super parce qu'on peut travailler, on retrouve les désirs naturels et nécessaires qui ne sont pas satisfaits. L'amitié ici, qui est une fausse amitié, c'est pas de la vraie amitié, hein, c'est trouver des contacts pour donner envie et se faire de l'argent. Bon, on n'est pas du tout dans la vraie amitié. Il est seul, il est visiblement pas tellement épanoui, du chenille. Bon. Et en revanche, on multiplie les désirs ni naturels ni nécessaires, le luxe, tout ça de manière très artificielle, et donc le rôle du miroir ici, un rôle de souligner cet artifice, alors que le miroir ici renvoie l'individu à lui-même et à des besoins essentiels qui ne sont pas satisfaits. Donc voilà, on a un petit extrait qui fonctionne très bien, dans un film qui n'est pas terrible, hein, là encore, avec une fin vraiment nulle, mais au moins la scène elle est pas mal. Pour le stoïcisme, alors le film n'est pas mal du tout, alors il se trouve qu'il y a vraiment un lien direct avec le stoïcisme, puisque c'est un poème qui se veut stoïcien, en tout cas qui est d'inspiration stoïcienne, même s'il est écrit au XIXe siècle, hein, et qui est un poème que Mandela donc, avait lu, connaissait par cœur, et qui l'a aidé à surmonter les années en prison. Et ça, c'est la réalité. Et il se trouve qu'il y a un petit extrait qu'on peut montrer. Je resitue un petit peu le contexte. Il se trouve que Mandela veut, donc on est dans la phase de réunifier le pays, et pour cela, c'est un peu fantasmé dans le film, mais il pense qu'avec le rugby, on va réunifier le pays. Et donc, il y a ce capitaine qui, pour un petit peu souder ses troupes, va visiter la prison dans laquelle était Mandela. Et à ce moment-là, il y a le poème Invictus qui est lu. Et donc, on a le poème qui est lu, hein, et on peut tout à fait faire les liens avec la doctrine stoïcienne. Donc, là, il y a un passage, hein, dans l'engrenage des circonstances, je n'ai ni vacillé ni pleuré, et sous les coups du destin, ma tête saigne mais n'est pas baissée. Que m'importe les trois passages, je suis capitaine de mon âme. Alors, là, j'ai coupé un peu plus long, mais voilà, bon, il y a un peu, c'est du stoïcisme mais on peut faire les rapprochements, les différences. Et puis il y a une petite image qui moi m'intéresse, c'est à la fin le roc, qui est très ambigu parce que là c'est un roc qui marque tout ce que pouvait subir Mandela en tant qu'esclave, et en même temps, nous on a vu l'image du roc au contraire, comme étant le rocher qui, face à l'adversité, ne bouge pas, quoi. Donc, on avait deux rocs peut-être différents, ça permettait de revenir sur ce que signifiait le stoïcisme réellement. Donc voilà, moi j'appelle ça l'exercice d'application, on a des connaissances et on s'en sert pour analyser quelque chose. En revanche, on peut le faire avant, on utilise le cinéma avant de faire le cours sur un petit plan précis. Alors pas vraiment, je ne dirais pas que c'est de l'induction, mais c'est plus pour utiliser mettre en mouvement la pensée, on voit bien ça comme ça. On relance la réflexion et on se donne un nouveau point de départ, un nouvel élan pour repenser un peu les choses. Alors, typiquement, par exemple, je le fais avec, dans le cours sur le bonheur et le désir, avec le sac des poètes disparus, principalement avec cet extrait, donc il rassemble ses élèves, il leur dit humanité faite de passion, donc il cite un poème de Yeats, je crois, Whiteman, je ne sais plus, et il leur dit cette chose, hein, que le puissant spectacle se poursuit et que l'amitié doit lui apporter un verre. Alors on essaie d'analyser ce que ça veut dire. Alors qu'auparavant, on a une lecture très critique du désir, qui nous conduisait à l'excès, au manque, à toujours en vouloir plus. C'est-à-dire, la question que je pose, c'est est-ce que c'est la même conception du désir? Et petit à petit, ils comprennent que c'est différent, que là on parle du désir comme passion, que c'est pas le sens négatif, c'est pas la souffrance, que c'est quelque chose qui
m'anime, qui me fait construire quelque chose. Alors parfois je montre d'autres extraits, hein, notamment la difficulté peut-être de trouver ce qui est sa passion par rapport à un modèle parental qui s'impose. Hein, alors voilà, possibilité. Alors j'ai pris un exemple qui est l'anti-exemple de ce que je veux faire. C'est-à-dire, vous avez dû avoir l'exemple, rassurez-moi. Voilà. Et quand tous les plus là, comme le dit Balou dans les îles de la jungle. Et il n'en fera pas pour la jungle. Bon, alors voilà mon exemple, mon anti-exemple de ce qu'il ne faut pas faire à l'usage du cinéma, et ce qui permet peut-être de mieux comprendre ce qu'on peut essayer de faire. C'est-à-dire que là, ça n'a aucun intérêt parce que on n'est pas dans l'application de connaissances. On n'a pas appliqué ce que dit Épicure. Il n'y a aucun travail d'interprétation, il n'y a rien à analyser là-dedans. Bon. Donc ça n'a aucun intérêt. Et puis, on n'est même pas dans l'autologique, c'est-à-dire que ça relance en aucun cas le questionnement, ça ne questionne pas, ça fait secouer nos combotins, mais à part ça, ça ne secoue pas nos consciences. Hein. Donc, on n'est pas dans un questionnement, donc, ni avant ni après, on ne peut pas utiliser ce genre d'exemple. Bon. Alors voilà, pour peut-être par contraste mieux souligner ce qu'on peut peut-être faire avec un extrait. Le deuxième axe dont je voulais privilégier, c'est l'axe de la variation. Je vais faire les deux premiers. C'est la forme de l'analyse. Le reste est beaucoup plus court. Sur la forme de l'analyse, j'évoquais le fait qu'on peut envisager l'analyse d'un film comme un récit, comme une histoire. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On peut chercher dans un roman des personnages, un caractère, des situations, des choix complexes, des relations entre personnages. Alors, quel est l'intérêt philosophique? Le grand intérêt de la littérature et du film de ce point de vue-là, c'est que ça nous permet souvent de problématiser. Il y a des personnages qui vivent des situations de crise, ils doivent faire des choix, c'est tendu. Lorsque le choix de Sophie, ce livre qui a été transcrit au cinéma, bon, un choix à faire, c'est une situation terrible d'un point de vue moral. Parfois, c'est la trajectoire d'un personnage qui se transforme. Parfois, on va arriver à deux états opposés qui sont peut-être révélateurs, en fait, d'un problème. Entre, si on reprend le film de Huston, le Freud du départ, qui va être fasciné par l'hypnose, qui va être dans une première conception de l'inconscient, et puis le Freud de la fin qui commence à évoquer une conception de l'inconscient, on a une transformation qui peut évoquer des questions finalement. Opposition-conflit, ça marche assez bien aussi, hein, des personnages qui représentent des positions opposées. Dans le film de Huston, le docteur Miner qui représente la médecine classique, qui dit que au fond tout ça, ce sont des fantaisies, des suppositions, la métaphysique, et qu'il faut revenir à l'analyse neurologique des maladies. Bon. Et puis Freud d'un côté, donc deux personnages qui incarnent des positions philosophiques différentes. Donc ça marche souvent bien. On peut aussi conceptualiser, argumenter avec les actions, les discours d'un personnage qui nous montre une thèse appliquée finalement. Qu'est-ce que c'est que du stoïcisme appliqué avec ce discours du tout ce qui est repris, bon, avec la logique du personnage de rugby. Bon. Donc ça marche assez bien. Mais on est dans une lecture narrative du film. Peut-être qu'on peut aller vers une lecture cinématographique du film, voir les procédés techniques, voir les procédés artistiques, et ça me semble intéressant. Alors, pourquoi? D'abord, parce que les problèmes cinématographiques, souvent, c'est des problèmes philosophiques. Filmer le désir, c'est de dire, qu'est-ce que c'est que le désir? Filmer le mal, c'est de se demander, mais qu'est-ce que c'est que le mal? Donc, un réalisateur, une réalisatrice qui cherche à filmer quelque chose, dans son questionnement artistique, finalement, c'est un questionnement philosophique. Et les choix qu'il va faire, les choix que la personne va faire, souvent sont des thèses, en fait, qui sont inscrites dans des procédés. Alors, c'est une piste que je commence un peu à peine à évoquer. Je donne quelques exemples vers lesquels qui peuvent donner un peu une idée. Alors, par exemple, là, on a un procédé qui est le split screen. Alors, il se trouve qu'il a clairement un sens, hein. Les élèves le bien, il y a une séparation de direction. Bon. Donc, il y a bien l'idée, par contraste avec la situation initiale, on voyait ce beau petit couple qui se projetait d'avoir des enfants, une belle voiture, etc., un beau travail. Là, le split screen marque que la plénitude n'est pas possible, qu'il y a une séparation, une faille qui s'instaure, et
le désir de la plénitude est peut-être un désir impossible, juste une imagination. Avec les manières de filmer le terrifiant, la peur, on a quelque chose d'intéressant parce que on est soit dans le hors-champ, par exemple avec Elle me le dit, hein, on voit le personnage étant hors-champ, bon. Parfois il apparaît dans le coup, hein, bon, comme ça, mais il était en hors-champ. Parfois c'est l'arrière-plan avec Psychose, donc il est au loin, distinct, derrière quelque chose. Ou plus étrange, en caméra subjective, hein, le méchant c'est celui qui tient la caméra. Dans chacun des cas, le méchant n'est pas là, il peut toujours me surprendre un peu du dehors. Alors, la question elle est là, est-ce que le mal il est toujours en dehors de moi, il vient de l'extérieur et il tombe dessus, je le subis, ou est-ce qu'il y a en moi du mal qui peut survenir? Est-ce que le mal est seulement à l'extérieur de moi, ou est-ce qu'il y a une part en moi qui serait le mal? Voilà, on pourrait questionner un procédé, des procédés. L'usage du flou, par exemple, de la mise au point, le focus, est très lié ici à ce personnage Brie Van de Kamp dans la série, qui est maniaque, qui veut tout nettoyer, et la caméra qui fait focus ici, elle devient maître, elle nettoie, tout comme Brie Van de Kamp nettoie et se divertit de la pensée de la mort, puisqu'elle vient d'apprendre la mort de son compagnon. Donc on est dans une forme de divertissement, hein. Faire le ménage c'est un divertissement. Alors on n'est pas obligé de se divertir de la pensée de la mort, mais on n'est pas loin, j'avance un petit peu, le champ contre champ, ou la profondeur de champ, avec là aussi une mise au point différente, montre bien que c'est ce personnage qui écrase l'autre. L'autre n'existe plus. Comment est-ce que je peux trouver ce que je suis s'il y a des modèles parentaux, des modèles sociaux qui m'empêchent de m'affirmer? Bon. Et voilà. Et alors, les deux petits axes, il me reste une minute. 11h59. Camille ou pas? Oui. Alors, deux petits axes. Là, j'ai pas grand-chose à en dire. Sur la finalité, il me semble que la finalité générale, c'est problématiser, argumenter, conceptualiser et acquérir une culture philosophique mieux maîtrisée, mieux mémorisée, mieux ancrée dans une expérience concrète, etc. C'est ce qu'on fait tous. Là, j'évoque à titre un peu expérimental, je vais demander à Hugo, moi j'ai pas trop testé, mais Hugo Frémaux dit qu'on pourrait peut-être même l'utiliser pour apprendre à faire une introduction. Au fond, apprendre à faire une introduction de dissertation, c'est comme un teasing cinématographique. Donc, c'est susciter un intérêt, un questionnement, un peu comme une bande-annonce, va mettre en place quelques pistes et susciter des questions. Alors, voilà, c'était la piste qu'il proposait. Pour l'explication de texte, il a appliqué un modèle qu'il allait trouver chez Noël Carroll, et un modèle qu'il appelle hérothétique. Donc, l'idée qu'au fond, un texte est structuré sous un jeu de questions-réponses. Voilà, questions-réponses, questions-réponses, questions-réponses. Et l'idée d'Hugo Clément, c'était de montrer que ça marche bien pour comprendre un film. Au fond, il y a des questions-réponses qui se succèdent, et que ce modèle-là peut l'appliquer sur un texte pour comprendre un texte comme une succession de questions-réponses. Donc il proposait de développer des méthodes de lecture des œuvres philosophiques à partir de la lecture filmique. Le dernier point, alors là j'ai pas grand chose à en dire, c'est assez expérimental, c'est le fait qu'on est la plupart du temps dans des dispositifs classiques qui imitent un peu ce qu'on fait d'habitude. Hein. On montre un extrait, on a des questions préparées ou pas, ou discussions libres, on fait ça en classe ou à la maison. Voilà ce dans quoi on est généralement. J'évoque deux pistes, mais vous pouvez peut-être en dire plus, parce que moi, c'est pas trop des choses que j'ai encore beaucoup exploitées. C'est la place des émotions dans la pédagogie et le rapport au cinéma, parce que bon, on peut être ému par un texte de Kant, mais bon, c'est quand même assez rare. En revanche, les films déclenchent des émotions. Avec Houston, le film de Houston, j'ai régulièrement des élèves qui sont vraiment profondément atteints, enfin, en bon sens, hein, ça fait écho en eux, et Gino Nogal qui est sorti de la classe parce qu'il ne pouvait plus regarder le film. Hein. Bon. Donc voilà, parfois c'est assez fort, donc il faut aussi gérer ça. Bon. Parfois c'est pas la réaction qu'on attendait, on est choqué par un truc alors que tout le monde n'était pas choqué. Et puis c'est la question du corps. Alors ça c'est une question qu'on peut devenir plus générale, qui est le rapport du corps, des gestes aussi, dans l'usage qu'on peut en faire pour apprendre. Il se trouve qu'au cinéma, dans la contemplation d'un film, on ne bouge plus. Alors c'est très intéressant pour fixer les élèves sur justement quelque chose. Mais est-ce qu'on peut être amené à
théâtraliser, à utiliser le corps pour représenter le personnage topo. Je n'ai pas du tout testé, hein, mais j'évoque peut-être ce questionnement autour du corps du corps, autour des émotions. Mais c'est encore très expérimental et j'ai rien de, là par contre de très précis à vous proposer. Et donc j'ai terminé.